Pourquoi toutes ces reconductions alors que le gouvernement avait besoin d'un second souffle? Mais d'abord, quand on parle d'un second souffle, on peut faire un second souffle en faisant une toute petite pause et en redynamisant les choses. Il n'est pas dit que pour avoir un second souffle, c'est qu'il faut faire table rase. Ça, c'est la première chose. Et on a bien parlé d'un réaménagement et non pas d'un tout nouveau gouvernement, sinon je ne serais pas là. Donc, nous avons eu à évaluer les membres du gouvernement. On n'a pas publié, on n'avait pas besoin de le faire. Mais le président de la République et moi-même avons regardé les évaluations. Et je pense que même si pour certains secteurs, on peut parler de certaines faiblesses, mais en un an, le temps que les personnes s'adaptent à leur poste, c'est très difficile de penser que on va pouvoir faire un chambardement, avoir des grands résultats en un an. Ça, c'est une chose. Et cela, c'est juste pour dire que ceux qui sont sortis, ils ne sont pas sortis nécessairement parce qu'ils ont démérité. Loin de là. Maintenant, il y a eu un certain nombre de personnes qui sont restées. Elles le méritaient aussi. Il y a eu de nouvelles têtes. Non seulement ceux qui faisaient partie entre guillemets de l'opposition, mais on pourrait dire de la douce opposition, qui ont bien voulu rejoindre le gouvernement pour relever les défis du développement dans notre pays. Mais ce que nous avons fait, c'est de nous assurer que tous les regroupements politiques de la majorité étaient représentés et aussi assurer que nous avons au moins un ministre de chaque province ou représentant de la province. Ça, pour Kinshasa en tout cas, ce sont au moins des élus de Kinshasa, mais sinon on a au moins un élu de chaque province. Ce qui avait été un peu décrié lors du premier gouvernement donc de Sominois 1. Et au niveau de regroupement politique aussi, tout regroupement politique qui avait au moins 10 députés s'est retrouvé dans le gouvernement. Je pense que c'est pour ça aussi. Nous avons respecté ce que dit la Constitution et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de bruit du côté des partis politiques cette fois-ci. Et donc voilà. Vous avez annoncé, ou plutôt le porte-parole du gouvernement a annoncé un gouvernement de compétences, d'énergie, de dévouement avec des actions et des résultats. Vous avez dit que précédemment, vous n'aviez pas publié ces résultats, même si vous aviez jaugé vos ministres. Comment le peuple va-t-il pouvoir cette fois-ci se rendre compte ou constater réellement qu'il y a eu action et résultats? Les actions et résultats au niveau de la population, c'est sur ce qui se passe sur le terrain, n'est-ce pas? Maintenant, de mon côté, pour me permettre le suivi au-delà des évaluations qui seront faites semestriellement, c'est ce qui a été indiqué. Je pense que vous avez vu le compte-rendu du premier conseil de ministres de ce gouvernement et donc la communication du chef de l'État. Nous avons non seulement des feuilles de route qui avaient déjà été élaborées lors de Souminois 1, parce qu'évidemment, nous n'avons qu'un seul programme d'action du gouvernement. Nous avons commencé l'élaboration lors de Souminois 1 d'un programme, d'un compact qu'on appelait un compact résilience pour booster en fait le programme d'action du gouvernement et ce qui va nous permettre vraiment pour au moins un an de mettre un accent particulier sur les questions d'infrastructure, sur l'agriculture, parce que nous voulons absolument avoir une accélération sur l'autosuffisance alimentaire. Vous avez pu constater que cette année, la crise du maïs qui a régné les années précédentes, notamment dans le Haut-Katanga ou dans le Kasaï oriental, nous ne l'avons pas eu.
simplement parce que c'est vrai, nous avons eu recours à l'importation du maïs, mais nous avons aussi eu une production locale de maïs. Donc c'est vraiment un accent sur l'agriculture que nous voulons avoir. Nous allons travailler dans le cadre du PDL pour commencer, j'ai parlé d'infrastructure, reprendre le travail avec les routes de desserte agricole, mais les routes provinciales aussi, question de pouvoir assurer une fois que les agriculteurs ont produit, on peut avoir des voies d'évacuation pour les produits. Et un autre programme, au-delà évidemment de tout ce qui reste dans le PAG, comme l'éducation, la santé avec la couverture santé universelle qui va continuer, nous allons mettre aussi un accent particulier sur la ville de Kinshasa, qui est la capitale, le centre des institutions. Et on ne peut pas continuer à regarder Kinshasa dans l'image qu'elle projette aujourd'hui. Il nous faut montrer que le gouvernement fonctionne, que le gouvernement a des actions, et cela se voit aussi par le fait que Kinshasa va devoir changer d'image. Puisque vous avez parlé en termes de résultats du prix du maïs, oui, les prix ont considérablement diminué, mais tout cela est dû à votre arrêté qui court sur une période d'1 an et qui, en fonction du budget 2025, ne peut pas être renouvelé. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui garantir aux populations que, à partir du mois de décembre, où votre arrêté prendra fin au 1er décembre, il n'y aura pas d'augmentation des prix des produits de première nécessité ? Je vais vous poser une question. Vous avez dit que je ne pourrais plus reprendre un tel... D'abord, ce n'était pas un arrêté, c'était un décret. Mais vous dites que je ne pourrais plus le reprendre. Pourquoi ? Parce que dans le budget, il a été notifié que certaines taxes ne pourront plus être exonérées du fait du gouvernement, mais du Parlement. Donc, vous parlez de la loi de finances 2025. Tout à fait. Et donc, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle loi des finances 2026. Et c'est une discussion que nous aurons avec les élus du peuple, parce que vous savez, quand, par exemple, on donne des exonérations, qu'on donne des facilités, notamment ce qui a été fait dans un décret comme facilité pour les entrepreneurs qui sont à l'est du pays, et qu'il nous a été demandé par les élus du peuple de voir comment aider ces personnes qui travaillent pour avoir un revenu et ramener un certain nombre de ressources, et notamment des ressources alimentaires en RDC, et particulièrement à l'Est, c'est les élus qui l'ont demandé. Et donc, il y a toute une discussion qu'on aura avec eux dans le cadre de la loi de finances 2026. Et je pense que ce type de barrières pourront être levées, parce qu'il est important que le gouvernement puisse avoir cette capacité, cette flexibilité en fonction du contexte dans lequel on se trouve, de pouvoir donner un certain nombre de facilités aux entrepreneurs qui travaillent dans notre pays. Je reste dans la publication du gouvernement. Oui. L'opinion congolaise attendait un gouvernement resserré avec un nombre réduit des ministres, comme le président de la République l'avait dit lorsqu'il a réuni les cadres de l'Union sacrée, alors que cela n'a pas été le cas à la formation du gouvernement. Est-ce que pour un pays comme la RDC, il est difficile, Madame la Première ministre, d'avoir un gouvernement de moins de 40 ministres? Quelle est la vraie problématique avec un gouvernement pléthorique qui peut-être pourrait répondre, si réduction il y avait, à la problématique de la réduction du train de vie de l'exécutif? Ok, je vous dirais, je ne vais pas encore entrer dans la question de la réduction du train de vie de l'exécutif, mais je dirais que si vous regardez les pays qui nous entourent, certains pays, à proportion gardée, ont un nombre important de membres du gouvernement. Maintenant, n'oublions pas, et je l'ai dit au début, nous avons le devoir de respecter
la répartition politique au sein de l'Assemblée, cette représentativité. Nous avons le devoir de pouvoir la respecter et en même temps, nous avons aussi à regarder un certain type de profil que nous avons besoin au sein du gouvernement. Donc l'un dans l'autre fait que nous arrivons à ce nombre-là. Effectivement, les discussions que nous avons faites avec le chef de l'État, nous sommes partis sur un gouvernement beaucoup plus réduit que celui que nous avons, mais après arbitrage et tenant compte des considérations dont j'ai parlé, nous sommes arrivés à 53. Excellence, Madame la Première ministre, peut-être que le gouvernement garde ça en secret, peut-être, mais la situation à l'est du pays semble établir une forme de balkanisation qui ne dit pas son nom. On a l'impression que nous avons atteint les limites de la diplomatie parce que au niveau de la diplomatie, ce sont les résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité, mais sur le terrain, tout ceci n'est pas appliqué. Et chaque jour qui passe, le Congo s'en va. Dans ces parties-là, c'est une autre administration, on nomme même des consuls. Alors, je pense peut-être qu'il faudra nous dire, y a-t-il une cohérence? Est-ce que quelque chose va se passer? Le pays va-t-il retrouver son intégrité? Sinon, la guerre peut-elle encore une fois être une solution à envisager? Écoutez, la guerre est déjà là. Sinon, ce qui se passe sur les terrains, tout le combat à l'Est, c'est une guerre. Non? On est supposé être dans une... Oui, maintenant, ce dont vous voulez, c'est déporter la guerre en dehors de nos frontières. Ça, c'est un autre débat. Mais vous savez, la situation aurait pu être pire que ça. Donc, quel que soit X, c'est vrai, nous avons perdu quelques territoires en République démocratique du Congo, mais ce n'est pas la fin. C'est vrai que nous avons compté sur la diplomatie. La diplomatie a joué parce qu'il était important d'arriver à nommément indiquer qui était l'agresseur. Et je pense que ça, c'est un élément important que nous avons réussi à travers la diplomatie agissante du chef de l'État et du membre du gouvernement, à travers notamment la ministre d'État aux Affaires étrangères. Maintenant, je pense qu'il est important de continuer le processus de paix. Nous avons eu les résolutions des Nations Unies, la 2573 au niveau du Conseil de sécurité. Du Conseil de sécurité. Nous avons eu un certain nombre de résolutions au niveau de l'Union africaine, au niveau de la SADC, la EAC, mais c'est vrai que cela n'a pas suffi. Raison pour laquelle nous avons, avec l'appui des États-Unis d'Amérique, du président Trump, été dans les accords de Washington, signés entre le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais. Maintenant, il y a assez pour parler au niveau de Doha. Avec l'AFC M23, c'est juste de pouvoir s'assurer et de noter que, quel que soit X, le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à l'intégrité de son territoire et à sa souveraineté. Et c'est vers ça qu'on va aller. Et normalement, on devrait bientôt aller, je l'espère, vers une rencontre des deux chefs d'État, le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington. Mais cela va se faire, évidemment, sous un certain nombre de conditions dont je n'ai pas à parler ici pour le moment. Et quelles sont les missions premières de cette équipe réaménagée que vous dirigez depuis? Vous savez, le programme d'action du gouvernement reste le même, puisque le Premier ministre n'a pas changé, Premier ministre que je suis. Mais comme je l'ai dit, je vous ai parlé du compact résilience que nous avons mis en place, qui avait déjà été adopté en Conseil des ministres, mais que nous allons maintenant mettre en œuvre avec l'équipe Souminois 2. Et pour nous, c'est vraiment s'assurer d'aller vers des résultats maintenant. L'équipe n'a pas beaucoup changé, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas ce temps d'adaptation qu'on a eu lors de la première équipe gouvernementale. Ça, c'est un élément positif, parce que quand vous changez de gouvernement
Si vous voulez le changer dans son entièreté, il faut donner aussi la possibilité à ces personnes qui arrivent de pouvoir s'adapter. Et l'adaptation, ça prend du temps. Vous écoutez votre peuple souvent, Madame la Première ministre? J'écoute. Et tous les jours, j'écoute la radio. Votre nouvelle équipe gouvernementale? Bon, il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui sont positifs. Quelques-uns ne le sont peut-être pas. Mais bon, il faut laisser le temps à cette équipe de faire le travail, de prouver de quoi ils sont capables. Madame, vous avez rencontré le Premier ministre japonais. Nous sommes ici à Yokohama, pour la TICAD 9. On a l'impression que le Congo, peut-être que j'ai toujours eu cette impression, dans son administration, a mis les grands paquets aujourd'hui pour être cohérent, pour être à la page du défi. Qu'est-ce que le Japon est prêt à faire réellement pour le Congo? Ou sinon, par rapport à ce que vous avez gagné là-bas, qu'est-ce que vous ramenez dans votre escarcelle? Écoutez, déjà ça, nous avons gagné quand j'étais ici il y a quelques mois. Nous avons eu à signer un accord pour l'exploitation de manganèse dans le Congo central. Et donc, nous sommes toujours en contact avec cette entreprise japonaise pour assurer que le démarrage des activités se passe correctement. Et dans ce démarrage d'activités, particulièrement pour cette exploitation de manganèse, c'est aussi une sensibilisation de la population parce que ça va être une des premières fois que nous allons exploiter des minerais dans le Congo central. Et il faut sensibiliser la population pour qu'elle comprenne que ça ne va pas se faire en défaveur de la population, mais au contraire, cela va jouer vraiment en avantage pour cette population qui pourra bénéficier de l'emploi, qui pourra bénéficier de formation professionnelle pour être recruté pour des métiers particuliers dans ces entreprises, mais il va y avoir aussi un certain nombre de travail ou d'avantages d'intérêt collectif qui vont être apportés. Hier, il y a eu la signature d'un MOU entre une organisation gouvernementale japonaise qui travaille notamment dans le secteur minier et énergétique avec la GECAMIN. C'est un MOU qui va permettre aussi de voir comment les Japonais vont pouvoir travailler en République démocratique du Congo dans le secteur minier. Vous savez, actuellement, au niveau du secteur minier, quand on regarde au niveau du cadastre minier toutes les parcelles minières qui sont disponibles, aujourd'hui, il n'y a que 15% qui ont été octroyés, malgré ce que les gens ont tendance à penser. C'est ça la réalité. Et donc, il y a encore de l'espace. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'avec le Japon, nous pouvons aussi élargir notre partenariat, le diversifier, parce que c'est ce que nous recherchons. Et le mot d'ordre que nous avons, ce que nous disons à nos partenaires japonais, c'est que si vous venez, par exemple, pour les mines, nous voulons travailler avec vous dans un partenariat gagnant-gagnant en allant vers la transformation des minerais en République démocratique du Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous pourrons créer encore plus d'emplois. Autre chose, il y a aussi l'expérience que nous pouvons tirer, notamment du Japon, tant en termes d'agriculture, tant en termes de formation professionnelle, parce que nous avons eu à rencontrer, et je pense que vous l'avez vu aussi, le développement qu'ils ont en termes de nouvelles technologies de l'information ou bien d'intelligence artificielle. Il ne faut pas voir l'intelligence artificielle seulement du mauvais côté, parce que ça peut jouer aussi des tours, et nous avons eu à le constater en République démocratique du Congo, mais il faut vraiment regarder comment nous allons pouvoir tirer profit de cette expérience qu'ont les Japonais pour pouvoir mieux développer notre pays. Aujourd'hui, je viens de visiter un certain nombre de stands dans le cadre de la TICAD d'entreprises japonaises. On a vu certaines qui viennent avec un certain nombre de produits qui peuvent nous aider dans l'agriculture en nous permettant d'aller chercher de l'eau profondément et pouvoir irriguer les champs. Nous avons vu des nouvelles méthodes ou des mécanismes beaucoup plus faciles pour éradiquer par exemple la malaria, etc. Donc ils ont beaucoup d'atouts dans le développement d'outils, de méthodes qui permettraient de nous avantager aujourd'hui en RDC. Nous avons discuté avec que ce soit le patronat japonais tout à l'heure ou le Premier ministre sur la possibilité d'avoir une mission économique
dans les prochains jours. Et donc tout ça, ça permettrait vraiment d'avoir des développements. Demain, par exemple, nous aurons encore un autre accord qui sera signé entre une start-up qui travaille dans la télédétection et le service national géologique. Donc, il y a pas mal aujourd'hui d'actions qui sont en train d'être menées pour assurer la venue d'investisseurs japonais en République démocratique du Congo. Et c'est grâce au secteur privé, comme on a l'habitude de le dire avec le chef de l'État, que nous allons pouvoir créer le total des 6 millions d'emplois recherche. Madame la Première ministre, on peut vous parler des mines, les Japonais pourraient venir investir dans le secteur, mais quand on parle mines, on parle énergie. Et est-ce que vous avez pu prendre quelque chose pour le secteur énergétique et en deuxième lieu sur le plan de l'innovation? Qu'est-ce que vous ramenez au pays? En tout cas, dans les discussions que nous avons eues, que ce soit au niveau du Premier ministre ou que nous allons aussi avoir demain avec JICA, l'agence de coopération japonaise, il y a le programme INGA, dans lequel le Japon est vraiment intéressé. Vous savez, nous avons relancé ce programme avec la Banque mondiale, où nous allons travailler sur INGA 3, mais c'est un programme aujourd'hui qui est vu non pas seulement pour pouvoir produire de l'électricité et le ramener au Katanga où il y a une production minière, mais vraiment comment on va pouvoir donner non seulement de l'électricité aux populations qui sont dans le Congo central, mais aussi travailler sur la relance au niveau communautaire du Congo central, mais aussi de toutes les communautés sur lesquelles vont pouvoir passer les fils électriques, comme on a l'habitude de le dire. Et donc ce programme dans son ensemble est un boost que nous allons avoir en République démocratique du Congo, mais en même temps, dans les discussions que nous avons déjà eues avec la Banque mondiale, c'est de voir, en attendant de pouvoir avoir la réalisation du programme INGA, parce que la finalisation des études ainsi que les études environnementales et le démarrage des travaux, dès qu'on a l'ensemble des financements, peut prendre une dizaine d'années, si pas plus. C'est de travailler à des solutions alternatives d'électrification du pays, parce que ça permettrait justement de booster le développement à travers l'industrialisation ou d'autres activités économiques. Nous sommes ici au Japon. Au niveau international, les relations entre Kinshasa et Tokyo semblent aujourd'hui s'améliorer. Nous sommes de nouveau éligibles aux aides du Japon après un grand moment d'absence, dû notamment au non-paiement de dettes et à une certaine mauvaise gouvernance. Le Japon renoue avec le Congo, les États-Unis veulent avoir un nouveau contrat, mais dans tous les cas, ces pays, vos interlocuteurs, parlent de lutter absolument contre la corruption. Les Américains ont dit pendant de très nombreuses années qu'il n'y aura pas d'investissement en RDC tant qu'il y aura autant de corruption. Vous avez nommé un nouveau ministre de la Justice. A-t-il un mandat particulier? Que pouvez-vous annoncer de plus à faire dans le secteur? Vous savez, quand on parle d'investissement, que ce soit avec les Américains ou avec les Japonais ou tout autre partenaire, puisque nous parlons de diversification de notre partenariat, on parle de l'amélioration du climat des affaires. C'est pas quelque chose de nouveau dont on parle, c'est quelque chose qui revient. On a notre plan d'action à ce niveau-là, avec un certain nombre de réformes à mener. Et dans ces réformes, il y a notamment, évidemment, la nécessité de donner des garanties sur la sécurité judiciaire et juridique des entreprises qui travaillent en RDC, que ce soit des Congolaises ou des étrangères. Et il y a aussi cette lutte contre la corruption. Alors, la lutte contre la corruption, c'est vrai que le nouveau ministre d'État au niveau de la justice aura à travailler sur cela. C'est vraiment un point sur lequel on doit prêter une attention particulière, mais il faut savoir aussi que quand on parle de corruption, on parle de corrupteurs et de corrompus.
Et donc, il faut le regarder dans son ensemble. Raison pour laquelle, même quand on regarde nos différents services, si aujourd'hui, au niveau de la fonction publique, on est en train de travailler pour une amélioration de la rémunération des travailleurs, si aujourd'hui nous avons cette caisse nationale de sécurité des agents et fonctionnaires de l'État, c'est pour permettre au fur et à mesure qu'on évolue de mettre les fonctionnaires dans les bonnes conditions, qu'ils ne soient plus des personnes qui peuvent être susceptibles d'être corrompus. Ça, c'est déjà un premier pas parce que ça va changer beaucoup dans l'environnement dans lequel on se trouve. Mais l'autre chose aussi, c'est au-delà de l'action qui sera menée dans cette lutte contre la corruption, il y a toute une action de sensibilisation où chaque Congolais doit être responsable aussi de ce qu'il veut que le Congo soit demain. Le gouvernement devra faire sa part. Ce n'est pas facile, mais aussi le Congolais lui-même, en tant qu'individu, doit se poser la question de ce qu'il veut que le Congo soit demain. Et pour ça, chacun devra jouer sa partition. Le gouvernement, absolument, on n'a pas le choix, mais il faudra aussi qu'on ait un levier, un effet d'entraînement avec la population. Mais ça, c'est ce qui se passera aussi notamment avec l'éducation, parce qu'à partir du moment où on va apprendre à nos enfants d'être des bons patriotes, en étant bons patriotes, il y a aussi cette question de corruption dont il faudra parler et assurer que demain, elle ne soit plus quelque chose qui nous empêche en fait de nous développer. La RDC a un tournant. Le président Donald Trump, à chaque intervention, ou souvent, c'est une chance pour notre pays, parle de la RDC, de la guerre en RDC et de son souci d'y mettre fin. Aujourd'hui, il en parle. Demain, il pourrait en parler à l'envers. Si corruption subsiste, est-ce qu'on est conscient? Est-ce que le gouvernement est conscient? Est-ce qu'il y a urgence de mettre un terme, pas seulement à la corruption des fonctionnaires, mais aussi à la corruption des politiques? Bien sûr. Un artiste congolais a récemment déclaré que beaucoup d'investisseurs rebroussent chemin parce que à chaque arrivée, certains même membres du gouvernement demandent leur part pour toute création de société. En tout cas, moi, mon message est clair et je le dis à tous les membres du gouvernement, comme l'a déjà indiqué le chef de l'État. Pour nous, au niveau du gouvernement, il ne sera pas acceptable d'avoir ce type de comportement. Et cela est très clairement dit. Et je le dis à tous les partenaires que je rencontre. Si un individu vient vous parler de corruption, qui vous demande quelque chose en échange d'un service qu'il est censé vous rendre, vous me le dites. Et sur ce pas-là, je ne veux même pas transiger. Ce n'est pas acceptable. Si nous voulons développer ce pays, nous devons apprendre à nous comporter correctement et nous devons éviter justement à avoir encore aujourd'hui des méthodes ou des attitudes qui ne permettront pas aux investisseurs de venir dans notre pays et ne permettront pas de convaincre nos partenaires. Au contraire, nous devons aller au-delà de ça. Madame, dans cette phase importante où le pays est en train de chercher sa souveraineté et son intégrité, la presse a un rôle à jouer important dans la sensibilisation de l'opinion publique. Mais cette presse est laissée pour compte par les gouvernements. Ça fait 4 budgets, l'aide à la presse ne vient pas. C'est comme si nous étions des pestiférés. La presse, on lui demande tout et on ne lui donne rien. Peut-être qu'il y a des choses qui se font. Encore une fois, il faudra nous les informer. Mais depuis 2012, on a parlé de l'aide à la presse. On avait même parlé d'un montant qui devait être dans les budgets de l'État pour que cette presse sorte des marécages de la misère où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui. Vous venez d'avoir un nouveau gouvernement. Est-ce que la presse peut compter sur le gouvernement pour que le gouvernement puisse compter sur la presse? Je pense que la presse et le gouvernement, nous sommes des partenaires. Maintenant, entre partenaires, il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on veut. La presse a un rôle à jouer et je pense que ce rôle est de donner les informations, les analyser, les traiter de manière objective. Et au gouvernement, c'est aussi le plus possible
donner l'information qu'il se doit, l'information correcte à cette presse pour qu'elle puisse la relayer en faisant ses analyses, bien entendu. Maintenant, la question du budget, c'est une chose. On va voir, j'espère que cette fois-ci, on pourra vous donner cet espace-là en termes budgétaires. Mais vous savez que nous avons eu même à avoir un collectif budgétaire pour réduire le budget parce que face à la guerre, évidemment, nous ne pouvons pas avoir toutes les ressources que nous aurions voulu pour le mettre dans le développement et la liberté de la presse fait partie de ce développement-là. Maintenant, au-delà de ça, la question que je me pose, c'est combien il va falloir mettre dans le budget pour la presse pour assurer que cette presse devienne vraiment une presse indépendante mais objective. Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème au niveau de la presse? Je me pose la question. Madame, c'est un débat. Oui, c'est un débat. Quand même par nous sortir du marquage. C'est un débat. Est-ce que vous êtes sûr que dans d'autres pays en développement, c'est cette manière-là qui permet à la presse de subsister? Je pense que c'est un débat. On pourra discuter de cela en long et en large. On n'aura pas fini la discussion ici. Autant je dis, travaillons pour qu'on puisse assurer, mais maintenant, il ne faudrait pas qu'une fois qu'on met une ligne de crédit, que ça devienne tout un débat au niveau de la presse, qui aura et qui n'aura pas, etc. Parce que là aussi, il faut que la presse puisse être organisée de telle manière que demain, ce ne soit pas une lutte fratricide au sein de la presse. Mais en même temps, à nous de voir maintenant en tant que gouvernement comment nous pouvons accompagner cette presse sans pour autant donner l'impression que nous l'achetons, mais plutôt que nous travaillons en parfaite collaboration en tant que partenaires qui se respectent. Il vous reste 15 minutes. Ah, encore. Autre sujet abordé au cours de ces assises ici à Yokohama, c'est des thématiques liées notamment à l'agriculture et à l'éducation, puisqu'il faut co-créer des solutions, notamment nous on a besoin de l'agriculture pour nourrir les Congolais, il faut cultiver. Comment capitaliser ce secteur pour bénéficier de l'expertise du Japon? Ça, c'est d'abord pour le côté agriculture. Et pour l'éducation, la RDC fait un pas vers l'avant, un très bon pas, notamment dans le PDL 145 territoires, en construisant des écoles. Comment reprendre le modèle japonais pour améliorer ce qui est déjà fait dans ce secteur? Mais déjà, pour les deux secteurs, que ce soit l'agriculture ou l'éducation, c'est de voir comment profiter, capitaliser de l'expérience du Japon en la matière et permettre ce partage d'expérience avec la République démocratique du Congo. Une chose est sûre, dans ce partage d'expérience, il y a à voir aussi toutes les solutions que eux ont eu à utiliser d'un point de vue technologique. Je vous ai dit que nous avons visité des entreprises qui ont aujourd'hui un certain nombre de matériaux ou de produits qui permettent de développer, de mieux irriguer, etc. Donc, nous pouvons vraiment tirer profit de cela, mais nous pouvons aussi tirer profit de cette expérience japonaise en termes de formation, comment mieux former nos agronomes, etc., pour permettre vraiment que ce métier, qui devrait être un des métiers nobles en RDC, parce que, comme l'a dit le chef de l'État, aujourd'hui, on voudrait avoir la revanche du sol sur le sous-sol, et pour ça, il faut cultiver la terre. Donc, il nous faut des agronomes qui soient suffisamment formés, mais aussi qui puissent avoir le maximum d'équipements qui vont aider justement tous les petits agriculteurs à pouvoir produire ce qu'il faut pour l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est une chose. Au niveau de l'éducation, évidemment, il y a non seulement une question de civisme important à inculquer à nos enfants, mais aussi c'est la qualité du programme qu'on veut leur donner. Aujourd'hui, Madame la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, pour ne parler que du primaire, est en train de travailler sur cette amélioration du programme que nous donnons aux enfants. Avec le PDL 145 territoire, c'est une question de construction d'infrastructures, de bancs, etc. Il y a encore du travail à faire sur ce point-là, mais maintenant, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur la qualité, en regardant non seulement l'amélioration des conditions de travail de l'enseignant, mais aussi en regardant, comme je l'ai dit, la qualité. Et dans cette qualité, il y a cette amélioration dans le cadre du contenu,
mais aussi en termes de technologie. On a décrié, certains d'entre vous en tout cas, ont décrié le fait qu'on ait pu commencer à voir les résultats des examens d'État rapidement. Mais c'est juste l'intelligence artificielle qui a été utilisée. Elle a été utilisée à bon escient et de manière positive. Et donc, ça a été un test pilote que l'on va pouvoir continuer parce que ça n'a pas été fait sur toute l'étendue des territoires. C'est certaines provinces éducatives qui ont pu bénéficier de cela, mais maintenant qu'on a pu voir comment ça fonctionnait, que ça a bien marché, c'est vraiment de l'étendre sur l'ensemble des provinces éducationnelles du pays et assurer que les prochaines années, au moins, on aura des résultats d'examen d'État fiables qui permettraient maintenant d'avoir à l'université ou dans les instituts supérieurs ou dans des instituts technologiques, des étudiants qui auront des résultats à temps pour pouvoir accéder à temps dans les années, à l'ouverture de l'année académique. Et je pense que ce sont des éléments importants. Et encore une fois, et je le répète, c'est le travail qui est en train d'être fait en termes de contenu, en termes de qualité du programme qui va nous permettre d'avoir un boost. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir comment on va former nos enfants. Et dans cette formation, quand on regarde en termes de métiers dont on aura besoin dans l'avenir pour développer notre pays, on ne devra pas seulement regarder l'université ou l'enseignement supérieur, parce que nous avons besoin d'un certain nombre de métiers aujourd'hui que nous n'avons plus. Si vous regardez, quand vous recherchez un maçon aujourd'hui, un bon maçon, un bon charpentier, un bon plombier, on a des problèmes. Même vous tous, je suis sûre, quand vous avez des problèmes de plomberie chez vous à la maison, chercher un bon plombier devient un problème dans notre pays. Et même à Kinshasa, la capitale. Et donc, ce sont des métiers qui, demain, sont des métiers qui vont devenir des métiers porteurs et importants pour construire notre pays. Et c'est tout ça que nous devons regarder. Nous devons voir comment mieux orienter nos enfants. Parce que quelqu'un qui a un métier comme un bon maçon, c'est quelqu'un qui, en maîtrisant ce métier-là, pourra créer sa propre entreprise, devenir son propre patron, créer de l'emploi parce qu'il va recruter d'autres et c'est comme ça que le pays va se développer. Au Japon, la moisson a été abondante pour vous en termes de rencontres de haut niveau, du concret dans la consolidation de la paix en République démocratique du Congo, au-delà des relations bilatérales entre les pays que vous avez rencontrés au travers de leurs chefs d'État et de gouvernement. Bien sûr, j'en ai rencontré quelques-uns, notamment, je n'ai pas eu le temps d'avoir une longue discussion avec le Togo qui est facilitateur dans le cadre du processus de paix, juste pour une question d'agenda, mais nous avons eu à échanger quelques instants. J'ai échangé avec d'autres pays, notamment l'Égypte, la Côte d'Ivoire ou d'autres, mais le plus important aujourd'hui, c'est que, tout le monde reconnaît la souveraineté de la République démocratique du Congo. Tout le monde est d'accord pour le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Ça, il n'y a même pas à discuter sur ça. Et donc, en partant sur cette base est importante. Je pense qu'à partir de là, on a suffisamment de soutien pour assurer que dans ce processus de paix dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous pourrons arriver avec le soutien des uns et des autres, arriver à effectivement avoir la paix, parce que sans la paix, nous n'aurons pas le développement que nous voulons à toutes les échelles de notre pays. Madame, on dit que le pouvoir change les gens. Le pouvoir change. Vous êtes la première femme Premier ministre de notre République. Vous exercez maintenant plus d'une année. Qu'est-ce qui a changé en vous? Vous avez une autre vision? Vous avez une autre façon de voir les choses? Parce que vous êtes resté très, très, très placide. Rester placide. Je pense que chez nous, le problème, c'est qu'on veut toujours voir les gens parler. Et c'est peut-être ça le problème. C'est vrai, c'est peut-être une déformation que j'ai,
parce qu'en ayant travaillé dans les organismes internationaux, on a l'habitude d'avoir une certaine neutralité, d'être silencieux, etc. Et c'est peut-être ça mon défaut, de ne pas pouvoir m'exprimer autant que les gens le veulent, n'est-ce pas, Monsieur Lusakwenu, qui n'arrête pas. Mais bon, j'ai beaucoup résisté. Mais bon, je me suis dit, cette année, peut-être que je vais faire cet effort-là, de parler un peu plus pour expliquer ce que nous sommes en train de faire, parce que je pense que la population congolaise a besoin de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, où est-ce que nous avons des contraintes et comment nous pouvons, avec elle, cette population, avancer pour le développement de notre pays et aussi peut-être pour les femmes congolaises. Moi, c'est vrai que je suis parfois surprise de voir au niveau des petites filles même et des jeunes filles, ce que ça peut être comme émulation, parce que je pense que ça permet de démontrer qu'une femme est capable de travailler et d'apporter beaucoup pour son pays. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Je ne saurais pas vous dire, c'est vous qui allez me le dire, je pense. C'est vous qui allez en juger. Mais je pense que le plus important, c'est de rester focus sur ce que nous devons faire pour le développement de notre pays. Ça, c'est le plus important. Et ce qui a changé pour moi, peut-être que je vais le dire, c'est d'avoir une compréhension plus accrue de ce que le gouvernement doit faire pour le pays. Quand on est en dehors, on voit les choses d'une certaine manière. Peut-être qu'un jour, qui sait, l'un d'entre vous sera dans le gouvernement ou dans un gouvernement, et peut-être que vous verrez les choses complètement différemment parce que vous êtes à l'intérieur. Vous avez parlé des contraintes. À Washington, on attend les résultats. De Doha, le ministre belge des Affaires étrangères nous apprend que le président n'est pas satisfait. On ne sait pas si le dialogue sera de la présidence des églises ou de la communauté internationale. La grosse contrainte, c'est la guerre pour une première ministre comme vous, qui ne sait pas mieux programmer ce qu'elle doit faire. Alors, est-ce que sur tous ces points, vous avez une vue claire? Vous savez nous dire ça arrive quand? Et qu'est-ce qui arrive quand? Les conclusions de Washington, de Doha et du reste. C'est un processus de négociation. Comment voulez-vous que je vous fixe un moment précis? Est-ce que vous savez être plus précis sur un sujet posé par un auditeur de Top Congo hier? Lequel? Vous êtes une maman. Willy Kalingai a rappelé que c'est une dame, vous êtes une dame et que vous avez en politique d'autres perceptions. Vous allez faire le marché assez régulièrement pour nourrir la famille. Une maman sait combien de personnes elle a à nourrir, mais vous, Première ministre, vous ne savez pas combien de Congolais il y a. Est-ce que ce n'est pas aussi une contrainte de ne pas faire le recensement, de ne pas savoir combien de Congolais il y a pour programmer des lendemains meilleurs? Monsieur Christian Lusakwenu, arrêtez de me faire sourire, parce que un recensement, ça ne se fait pas parce que j'ai décidé aujourd'hui de faire le recensement que demain on l'a. Il y a un processus qui est tout à fait technique pour pouvoir faire ce recensement. Et je pense que quand j'étais au ministère du Plan, on a commencé à travailler dessus. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, en étant Première ministre, j'ai lancé la cartographie qui va permettre à Kinshasa, qui est une des provinces pilotes, et c'est cette cartographie qui va permettre au fur et à mesure qu'on évolue de pouvoir mieux voir comment nous allons justement mettre les équipes sur le terrain, quels sont les éléments qui vont devoir être pris en compte dans ce recensement géographique de la population. Et j'espère que je l'espère vraiment, d'ici fin 2026 ou début 2027, nous aurons pu avoir le début de ce recensement. Parce que c'est grâce à cela que nous aurons les statistiques nécessaires pour une meilleure programmation de notre développement. Si ce n'est pas fini... il vous reste 5 minutes. Oui, heureusement. Madame, vous avez évité la question de la réduction du train de vie des institutions de l'État. Et moi, je voudrais y revenir. Les statistiques inquiètent. Quand cette réduction du train de vie de l'État? Mais la réduction du train de vie, nous l'avons déjà. Vous savez, moi, en tant que Première ministre,
tous mes frais sont coupés de 30%. Tout ce que le Trésor public débourse pour moi, c'est moins 30%. Et je ne suis pas la seule. Tous les autres ministres, tous les membres du gouvernement, à commencer par ainsi que le chef de l'État, nous sommes concernés par ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on lance juste comme ça, comme un slogan, c'est quelque chose qu'on applique. Et cette réduction du train de vie, nous essayons de voir au niveau vraiment de la réduction des dépenses, comment le faire. Parce que vous savez, avec cette guerre, M. Christian Lousaké nous l'a abordé, nous n'avons pas pu investir dans le développement comme nous voulions le faire. Parce qu'il y a quand même toute une partie de nos recettes qui vont dans les aspects sécuritaires. Et donc, ça veut dire que nous devons aussi faire un arbitrage dans les différentes dépenses que nous avons, dans les différentes missions qui doivent être menées, particulièrement les missions à l'extérieur. Vous savez, il y a des ministres qui partent en mission parce que aussi le financement n'est pas nécessairement du trésor public. Les gens ne le savent pas nécessairement, on ne le crie pas nécessairement sur tous les toits. Donc il y a quand même un regard que nous adressons particulièrement à cette question des dépenses au niveau de l'État, comment les réduire le plus. On a par exemple interrompu l'année passée tout achat de véhicules, même moi en tant que première ministre, j'ai pris les véhicules de mon prédécesseur, je n'en ai pas racheté d'autres. Donc il y a quand même un certain nombre de dépenses qu'on a arrêtées compte tenu de la situation, et nous sommes en train de continuer à analyser la question et essayer de voir où est-ce que nous pouvons faire de coupes pour gagner un peu plus d'argent qui pourra être alloué à autre chose. Mais comme je l'ai dit en début d'interview, j'ai parlé du Compact Résilience qui est en fait un programme accélérateur pour le programme d'action du gouvernement qui va nous permettre de mieux mettre l'accent sur les infrastructures, sur l'agriculture et pouvoir pousser au moins que dans ces secteurs-là, qui sont des secteurs porteurs, on puisse arriver à des résultats concrets d'ici un an. Et j'espère que d'ici un an, dans un an, on pourra se revoir et vous m'en direz plus. Au début de cet entretien, on a parlé de corruption. Peut-être que ce sera moi ma dernière question, Madame la Première ministre. On attend beaucoup des sanctions pour que finalement on arrive à réduire ce pourcentage de la corruption de la part de ceux qui gouvernent en République démocratique du Congo. Pourquoi les sanctions tardent-elles ? Bon, écoutez, c'est sûr qu'il va falloir travailler sur les sanctions au niveau administratif, quand je parle par exemple des agents fonctionnaires de l'État, mais il y a aussi la sanction qui doit venir du côté judiciaire et tenant compte de l'indépendance de la justice. Moi, je ne peux pas aller imposer à un magistrat ou à un juge une décision, mais il y a quand même des discussions que nous avons en interinstitutionnel avec notamment le président du Conseil supérieur de la magistrature qui nous permet de voir, et même avec les autres membres du Conseil supérieur de la magistrature, pour discuter et voir comment eux aussi à leur niveau, ils peuvent vraiment amener les magistrats, les juges à prendre les décisions qu'il faut pour apporter un certain nombre de sanctions par rapport à cette problématique de la corruption dans notre pays.